Alors, bonjour. Je remercie les gens de Mons de m'avoir invité à nouveau. À partir de ce que j'ai entendu de M. Bressou, je pense, et des questions, des commentaires qui ont émergé à la suite de sa présentation, sans même l'avoir pensé et créé comme je l'ai fait, je pense que ma présentation s'inscrit dans une lignée d'une logique assez remarquable. Donc, oui, j'enseigne à l'université, oui, je mène des recherches, mais je me définis au départ, puisque j'y ai travaillé pendant 25 années, comme un intervenant. J'ai à peu près exercé toutes les fonctions possibles à l'intérieur des écoles primaires et secondaires, et même à la direction d'établissement, pendant tout près d'une vingtaine d'années. Et lorsque je mène des recherches en milieu scolaire, je suis incapable d'enlever le chapeau de quelqu'un qui a œuvré dans ce milieu-là pendant une vingtaine d'années. Donc, ce qui me préoccupe lorsqu'on fait de la recherche dans les écoles, c'est comment la recherche peut-elle amener une plus-value, une valeur ajoutée à ce qui se passe au quotidien, pour que les étudiants qui font des études ou les chercheurs qui mènent des études puissent y trouver leur part, bien sûr, mais le milieu doit absolument y trouver son compte aussi. On doit se retrouver dans un contexte de ce que moi j'appelle un win-win. Sinon, si c'est des gens qui débarquent dans les écoles, qui vont faire des prises de données et qui ensuite quittent, les écoles québécoises sont de plus en plus allergiques à ce type de recherche-là, qui n'apporte pas pour le milieu non seulement une plus-value pendant l'expérimentation, mais idéalement un après. Donc, quand j'entendais Patricia dire qu'elle se préoccupe qu'il y ait une forme de pérennité des travaux par la suite, vous allez constater que c'est exactement dans ce type de discours-là que s'inscrit ma présentation. Donc, comment sait-on que les pratiques de gestion des comportements sont efficaces? Une façon de l'illustrer, c'est de regarder le cas du système, le soutien au comportement positif, qu'on implante au Québec depuis une dizaine d'années et qui a commencé aussi à être implanté avec l'équipe d'Ariane à Liège. Alors, le plan que je vous propose, d'abord essayer de répondre à la question posée, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Ensuite, utiliser le processus pour être en mesure d'y parvenir et présenter à travers le processus le soutien au comportement positif. Alors, comment sait-on que les pratiques de gestion des comportements sont efficaces? On pourrait y répondre de façon très simple en disant, lorsqu'on constate que le nombre de comportements négatifs diminue. Voilà, ma présentation est terminée. On passe à autre chose. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. OK? Donc, la réponse à cette question est la résultante d'un processus ou d'une série d'étapes. Lorsqu'on mène une recherche en milieu scolaire, c'est important d'avoir deux types de regards. Le regard du chercheur, le regard de celui ou de celle qui cherche, et aussi un regard sur l'école, le milieu, la réalité à laquelle on fait face lorsqu'on débarque en milieu scolaire et qu'on veut faire de la recherche. Donc, ma présentation va toucher davantage le contexte de l'école. Je vais aussi toucher naturellement le regard du chercheur, mais je le disais, mes 25 ans en milieu scolaire m'amènent beaucoup plus à me centrer ici qu'à me centrer de l'autre côté. Donc, ça vous permettra d'avoir un regard complémentaire à ce que le collègue Pascal Bressou a fait précédemment. Avant même d'évaluer l'efficacité des pratiques en gestion de comportement auprès des élèves, il importe de répondre au départ à la question suivante. Pourquoi questionner les pratiques de gestion de comportement? Parce que la gestion de comportement, c'est un moyen. Mais c'est un moyen pour répondre à quelle problématique, à quel type de questions
voulons-nous répondre au départ? Avant de faire le choix d'un moyen et de débarquer avec ce moyen-là dans une école, oui, mais quelle est la problématique? À quoi l'école fait-elle face comme défi? Qu'est-ce que l'on veut relever comme changement à l'intérieur d'un établissement? Donc, les pratiques de gestion de comportement, comme je viens de le dire, sont un moyen pour répondre à quelle question ou quelle problématique. Ensuite, la problématique soulevée a-t-elle fait l'objet d'un état de situation ou d'une analyse rigoureuse? Steve, ça va mal dans mon école. C'est du japonais. Qu'est-ce qui va mal? Est-ce qu'on a fait un examen minutieux? Steve, j'ai eu une augmentation du nombre d'incidents de violence et d'intimidation de plus de 50 % au cours des 2 dernières années. Oh, là, on commence à être capable de préciser un état de situation. Ensuite, est-ce que la majorité des acteurs concernés par la problématique ont une compréhension commune de la problématique ou de la situation? Si la problématique est partagée uniquement par l'équipe de direction d'établissement et que lorsqu'on questionne les enseignants dans le milieu, les enseignants nous disent « tout va bien », c'est probablement difficile d'aller faire de la recherche dans ce type de milieu-là. Donc, est-ce que la majorité des acteurs concernés par la problématique désirent un changement? Et une des façons pour le soutien au comportement positif de le mesurer, c'est que le système est présenté aux enseignants. Et ensuite, le personnel doit voter anonymement est-ce que oui ou non, on désire implanter le programme de Bissonnette pour les 3 prochaines années. Et si les résultats, fait de façon anonyme, et si les résultats sont inférieurs à 80 %, nous n'y allons pas. Pourquoi? Parce que les collègues états-uniens qui l'implantent depuis tout près de 30 ans nous ont dit, si vous n'avez pas une adhésion minimale autour de 80 %, le rapport coût-bénéfice, le travail, l'énergie que vous allez dépenser dans le milieu donnera malheureusement peu de résultats sur les comportements des élèves. Donc, quand je vous disais c'est important de se préoccuper du milieu, ça devient hyper important. Ensuite, si je résume ce que je viens de présenter, le début d'une recherche, de n'importe quelle recherche en milieu scolaire, doit débuter par une identification d'une problématique, par un état de situation, et en bout de course, le personnel est-il concerné par la dite problématique? Dans le fond, c'est une façon de mesurer ce qu'on pourrait appeler la résistance au changement. Si la résistance est trop grande, c'est difficile d'implanter un programme lorsque le personnel ne veut pas majoritairement le dit programme. Ensuite, une fois qu'on a identifié la problématique, que nous avons une idée de l'état de situation, qu'on sait ou non si le personnel est engagé et désire le changement, ensuite, il faut faire un inventaire des interventions possibles. Quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour être capable de faire face à la dite problématique? Et à partir du moment où des interventions ou des moyens ont été identifiés, il faut faire un choix. Et comment fait-on ce choix-là? Bon, d'abord, est-ce que l'intervention que l'on désire mettre en œuvre et qui a été identifiée, avons-nous des données probantes sur ce type d'intervention-là? Est-ce qu'elle a déjà été faite avant nous? Et si oui, quels sont les résultats qui ont été obtenus? Ensuite, est-ce que l'intervention nécessite une formation quelconque? Soit une formation pour celui qui désire l'implanter dans le milieu. Par exemple, le soutien au comportement positif, est-ce que c'est simplement de lire un volume et ensuite je l'implante dans une école? Est-ce que je dois recevoir une formation qui est donnée aux États-Unis d'une durée X et ensuite revenir dans mon milieu pour être capable de l'implanter? Donc, ça devient aussi important non seulement d'identifier l'intervention, mais être capable de voir quelles sont ses conditions d'implantation. Ensuite, est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ce type? Certaines approches proposées aux écoles nécessitent l'achat d'un matériel X ou Y.
Et ensuite, à partir des réponses à ces différentes questions-là, c'est là qu'on est capable de déterminer ce qu'on appelle quelles sont les conditions d'implantation qui sont reliées à l'intervention qui a été choisie. Donc, si je viens de résumer, la deuxième étape importante, lorsque la problématique a été réalisée, on identifie les interventions possibles, on fait un choix parmi ces interventions-là et on regarde quelles sont les conditions liées à l'implantation de ces interventions-là. Une chose importante à garder en tête. Au Québec, on a souvent tendance à être créatif. On veut réinventer la roue à chaque fois qu'une problématique émerge. Pourtant, certains chercheurs vont nous dire que c'est beaucoup plus sage d'aller faire l'inventaire de ce qui a été fait avant nous, de choisir un programme dont l'efficacité a déjà été montrée, faire les traductions nécessaires, faire les adaptations, plutôt que d'essayer de recréer 1000 et 1000 et 1001 fois. Il y a tellement de recherches qui ont été faites dans le domaine de l'éducation au cours des 50 dernières années que généralement, lorsqu'on pense qu'on a une idée nouvelle, ça a déjà été fait avant nous, il y a fort longtemps. Donc, allons voir ce qui existe avant de décider d'implanter de la nouveauté. Donc, vous avez à l'écran les deux premières étapes d'un processus dont je viens de parler. Donc, si je reviens à la première étape, donc, quelle est la problématique pour lesquelles on pourrait viser un changement de pratique au niveau des comportements? C'est lorsqu'il y a une augmentation importante des comportements qui nécessitent que les élèves soient retirés de l'endroit où ils se trouvent lorsqu'on a des comportements illégaux, dangereux, illicites. Donc, lorsqu'une école m'appelle moi, généralement, ce ne sont pas des écoles où ça va bien. Ce sont des écoles où la souffrance est importante. Et un de mes collègues me disait, c'est probablement le meilleur moteur pour faire changer les gens. Donc, si je reviens sur la question qui a été posée à la toute fin tout à l'heure, comment mobilise-t-on un personnel enseignant dans une école? C'est souvent lorsque les besoins, c'est dit de façon plus élégante maintenant, lorsque les besoins sont présents, mais j'aime bien utiliser lorsque le niveau de souffrance est tellement grand. Souvent, il y a des gens qui vont me dire, Steve, peu importe ce que tu vas nous proposer, ça ne peut pas être pire que maintenant. Donc, on va de l'avant. Je caricature, là. Et parfois, dans certains milieux, ça m'arrive de dire à certaines directions d'école, vous n'avez pas encore assez souffert. Continuez de souffrir et ensuite, vous pourrez me rappeler. C'est une façon tout simplement de leur dire que la résistance du personnel est encore trop forte. Donc, il faut que les gens réalisent, conscientisent la problématique. Ensuite, de façon plus spécifique, une école pourrait dire les écarts de conduite majeurs ont augmenté de plus de 50 % tant au niveau des classes qu'à l'extérieur des classes au cours des dernières années. Voilà un état de situation qui devient précis. Et quel est le personnel concerné? La problématique ne concerne pas 3 ou 4 enseignants. Ça concerne la grande majorité des enseignants à l'intérieur de l'école. Au niveau des interventions possibles, lorsqu'on se retrouve devant un portrait d'école qui a ce type de réalité-là, naturellement, il y a PBIS, qui est la version américaine du soutien au comportement positif, mais c'est important de savoir qu'il existe aussi d'autres programmes qui ont fait leurs preuves, pour lesquels nous avons des données probantes, que ce soit les travaux de Goldstein au niveau de l'enseignement d'habileté sociale ou les programmes sur les compétences sociales et émotionnelles. Ce sont tous des programmes qui ont des données probantes. Par contre, l'avantage de PBIS comparativement aux deux autres, c'est que PBIS n'est pas un programme manualisé, c'est-à-dire où on remet aux gens un matériel préformaté pour lequel le personnel a tout simplement besoin de se l'approprier et ensuite on le met en œuvre. PBIS ou SCP propose aux écoles des composantes à mettre en œuvre, mais l'école peut donner à chacune de ces composantes-là la couleur qu'elle désire y donner. Donc, c'est un programme qui offre une forme de flexibilité. Alors que lorsqu'on implante des programmes comme ceux que vous avez à l'écran, ce sont des programmes manualisés, où l'école reçoit un curriculum, où les leçons sont pensées, préparées à l'avance. C'est ce que moi j'appelle un bon petit kit.
Et à ce moment-là, les gens appliquent le petit kit comme on applique une recette en cuisine. C'est la même chose. Donc, au Québec actuellement, et ce n'est pas seulement au Québec, aux États-Unis, il y a tout près de 30 000 écoles qui implantent PBIS sur un total d'environ 110 000. Ça semble être un programme plus accommodant pour certaines écoles de par la flexibilité qu'il offre. Donc, SCP-PBIS, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de réponse à l'intervention qui restructure la gestion des comportements dans l'ensemble de l'école en utilisant un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives afin, d'une part, prévenir et gérer efficacement les écarts de conduite des élèves et, d'autre part, établir et maintenir un environnement qui favorise l'enseignement et l'apprentissage. Quand je dis que c'est un modèle de réponse à l'intervention, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle en palier. C'est un modèle qui propose 3 niveaux d'intervention. Généralement, la première année, le programme propose aux écoles d'implanter des interventions de prévention universelles. Donc, ce sont des interventions qui s'adressent à l'ensemble des enseignants et par ricochet à l'ensemble des élèves. Lorsque ces interventions-là sont mises en place, généralement, 80% en moyenne des élèves adopteront les comportements désirés. Ça veut donc dire qu'il nous restera un pourcentage d'élèves non négligeable qui ont besoin de davantage. Donc, lors d'une deuxième année d'implantation, généralement, on implante des mesures de deuxième niveau. Donc, ce sont des stratégies supplémentaires à ce qui a été fait la première année pour des élèves qui, malgré de bonnes pratiques au départ, ne se comportent toujours pas comme ce qui est désiré. Et malgré des interventions de premier et de deuxième niveau, ou premier palier ou deuxième palier si vous désirez, il y aura toujours des élèves de qui on se rappelle le soir, c'est-à-dire les véritables troubles de la conduite et du comportement, qui, eux, ont besoin d'avoir des interventions de troisième niveau. Donc, des interventions multisystémiques, individualisées, pour lesquelles l'école n'y arrivera pas seule. Au troisième niveau, on doit faire un inventaire des ressources à la jeunesse disponibles sur le territoire de l'école, convoquer des tables d'études de cas et mettre autour des élèves ce qu'on appelle des mesures de wrap-around, des mesures où on va entourer l'élève d'une gamme de services. Pourquoi? Parce que les mesures de premier niveau et de deuxième niveau n'ont toujours pas donné pour cet élève-là les résultats escomptés. Chez nous, on dit quand tu fais plus de la même chose qui ne marche pas, tu obtiens nécessairement plus des mêmes résultats. Donc, si on veut être capable d'obtenir autre chose de mieux, on doit à ce moment-là voir les limites que l'école seule peut avoir et ouvrir sur les services complémentaires disponibles sur le territoire de l'école. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter seulement les mesures de premier niveau. Et vous devez garder en tête que ce n'est pas vrai que 100% des élèves, dans 100% des contextes, vont adopter 100% des comportements désirés. Alors, le système SCP contient 3 ingrédients importants. D'abord, la mise en place d'interventions préventives, c'est-à-dire quelles sont les interventions que les enseignants vont déployer pour favoriser auprès de leurs élèves les comportements désirés. Et à ça va s'ajouter quelles sont les interventions correctives ou curatives que nous allons déployer lorsque les mesures préventives n'ont pas donné les succès anticipés. Et il y a des conditions de mise en œuvre ou des conditions liées à l'implantation de ce modèle-là. Donc, on a au niveau d'abord des recherches qui ont été menées sur PBIS, 2 méta-analyses qui nous ont montré que lorsqu'on l'implante selon les règles de l'art, généralement, on observe une diminution du nombre d'écarts de conduite majeurs chez les élèves. Je vous rappelle qu'un écart de conduite majeur, c'est un comportement qui nécessite que l'élève soit retiré de l'endroit où il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il compromet le bon déroulement de l'activité en cours, ou bien c'est un comportement qui est illégal, dangereux ou illicite. Alors, quelles sont au départ les conditions de mise en œuvre dont il faut tenir compte pour être capable d'implanter le soutien au comportement positif? La première, et c'est l'une de celles dont j'ai déjà mentionné, il faut d'abord avoir l'engagement
et l'engagement au niveau du personnel de deux catégories de personnel. D'abord, de la direction d'établissement. Si la direction n'est pas convaincue qu'il y a un défi à relever en termes de gestion de comportement, ce n'est pas approprié d'implanter SCP. Deuxième catégorie, c'est le personnel de l'école, en particulier les enseignants, ceux qui transigent le plus souvent avec les élèves. Et pour être capable de savoir si le personnel est engagé, je vous ai nommé une des façons de faire, c'est que nous, on mesure l'engagement ou non du personnel. Et non seulement on mesure le niveau d'engagement, je mesure aussi, depuis 2012, le leadership de l'équipe de direction. Et vous allez comprendre pourquoi lors de la présentation. Ensuite, une fois que nous avons une direction avec un fort leadership, un engagement du personnel, on forme un comité de pilotage. On forme une équipe qui va être responsable de l'implantation. Parce que la gestion de comportement, ce n'est pas seulement l'affaire de la direction, c'est l'affaire de tous. Ce ne sont pas mes élèves, ce sont nos élèves. Donc, nous allons former un comité comportement qui va être responsable de la mise en œuvre du programme SCP. Ensuite, on dresse un état de situation. Il existe un questionnaire standardisé qu'on peut administrer qui va nous donner le portrait de l'école avant même de commencer l'implantation du système. Et l'autre point hyper important, c'est que les écoles doivent être accompagnées par un professionnel, quelqu'un qui a un minimum de connaissances pour être capable d'implanter avec l'équipe le soutien au comportement positif selon les règles de l'art. Chez nous, quand on l'implante pendant 3 ans, les écoles sont accompagnées pendant 3 ans par un professionnel de recherche qui est dans l'école à tous les mois. Minimum une demi-journée. Et c'est comme ça que les collègues états-uniens nous recommandent de le faire également. Et on respecte à la lettre ce que ces gens-là nous recommandent. Pourquoi? Puisqu'il y a tout près de 30 ans de recherche sur ce programme-là. Et non seulement on fournit au milieu un professionnel, mais on demande aux commissions scolaires, qui sont un petit peu l'équivalent des académies dont M. Bressou parlait tout à l'heure, on demande aux commissions scolaires de nous fournir du personnel professionnel qui va suivre tout ce que nous allons faire dans les écoles qui implantent SCP. Pourquoi? Pour être capable de faire la même chose éventuellement dans d'autres écoles qui vont lever la main. Pour nous, assurer la pérennité du projet est une condition sine qua non. On ne débarque pas dans un milieu si le milieu n'a pas dédié des ressources qui vont être en compagnonnage avec nous pour la durée du projet, qui pourront continuer l'initiative dans les écoles qui ont débuté et qui pourront, sur leur territoire, déployer la même initiative dans d'autres écoles qui vont lever la main. Donc ça, c'est le côté directeur d'école qui, moi, me préoccupe. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui débarque chez nous et ensuite, lorsque la personne quitte, tout tombe. Non, le projet doit continuer. Donc, on vient de voir quelles sont les conditions pour être capable de bien implanter ce programme-là. On implante quoi maintenant? On implante des interventions au départ préventives. Quelles sont ces interventions-là? Le comité comportement doit choisir des valeurs que l'école veut préconiser. Dans 80% des écoles en Amérique, il y a 2 valeurs qui sont toujours les mêmes. Lesquelles vous pensez? Qu'est-ce qu'on veut développer à l'école? C'est quoi les valeurs qu'on veut choisir? Vous ne quittez pas pour le repas si je n'ai pas de réponse. Je peux nommer aussi. Respect. Connaissez-vous des écoles qui ne veulent pas avoir de respect du côté de leurs élèves? Non. Généralement, le respect et la responsabilité sont 2 valeurs actuellement dans à peu près 80% des écoles en Amérique du Nord. Donc, une fois que les valeurs ont été choisies, si l'école désire faire la promotion du respect, de la responsabilité, puis par exemple de la collaboration auprès de ses élèves, la question que le comité doit se poser, c'est un élève qui est respectueux dans les corridors, dans les escaliers, à la salle de bain, en classe, de quoi a-t-il l'air? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend d'un élève qui est respectueux, d'un élève qui est responsable et d'un élève qui est collaborateur? Donc, une fois que les valeurs ont été identifiées, on transforme les valeurs en comportements observables et mesurables.
Et ensuite, nous allons afficher dans l'école les valeurs choisies et les comportements minimaux qui y correspondent. Et ensuite, le comité comportement va élaborer des plans de leçons d'enseignement explicite pour enseigner tous les comportements désirés dans toutes les aires de vie de l'école. On arrête de dire nos règles de classe et on les enseigne. Pourquoi? Parce que les enfants n'apprennent pas ce qu'on leur dit. Ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Le théorème de Pythagore, je ne le dis pas, moi je l'enseigne. C'est pour ça que les élèves l'apprennent. Donc c'est la même chose. Arrêtons de dire nos règles et enseignons-les. Il y a plus de chances que les jeunes les apprennent. Ensuite, on va mettre en place, pour récompenser les élèves qui adoptent les comportements désirés, un système de renforcement. Puis je vais y revenir. Et naturellement, tout ce qui est développé par le comité comportement va être présenté à l'ensemble du personnel. Donc, voici quelques exemples d'outils. Vous avez un exemple d'une école dans la région d'Ottawa qui a choisi comme valeur la sécurité, la responsabilité et le respect. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne pourrait pas dire à des gamins en début d'année, écoutez-moi bien, cette année, soyez respectueux, soyez responsables, soyez sécuritaires, tout va bien aller. Si on désire du bordel, c'est ce qu'il faut faire. Si on désire avoir de l'efficacité, on doit transformer les valeurs en quelque chose de plus concret. Donc, le comité comportement va construire, comme je l'ai dit auparavant, une matrice de comportement. Donc, dans ce cas-ci, 3 valeurs avaient été identifiées, respect, réussite, responsabilité. On a toutes les aires de vie où les jeunes peuvent se retrouver dans l'école, gymnase, bibliothèque, classe, toilette, salon étudiant, cours extérieur, local de retenue, corridor et transport scolaire. Et le comité va transformer chacune des valeurs en comportements minimaux pour chaque endroit de l'école. Et tous ces comportements-là, sans exception, seront enseignés dans les 2 ou 3 premières semaines de l'année scolaire. Et en contexte réel, on enseigne les règles du transport scolaire dans l'autobus. On enseigne les règles de la salle à dîner à la salle à dîner. On enseigne les règles du corridor dans le corridor. Pourquoi? Pas de devinette. Les élèves en trouble du comportement comme moi sont des spécialistes pour deviner autre chose que ce que vous désirez. Donc, l'élève n'a pas besoin de le deviner. Je te le montre. Je le fais devant toi. Modelage. Et je vais même m'assurer que tu comprends tellement bien que je vais te montrer ce que je veux et ce que je ne veux pas. Présentation d'exemple et de contre-exemple. Et ensuite, pratique dirigée. OK, je demande à quelques élèves de le refaire devant moi et je dis aux autres, regardez bien ce qu'ils font parce qu'on va leur donner de la rétroaction ensuite pour savoir s'ils ont fait correctement les comportements désirés et ils seront capables en bout de course de le faire en pratique autonome. Donc, vous avez un exemple d'affiche visuelle qu'on va placer dans les endroits de l'école. Donc, à la salle du dîner, la valeur de la responsabilité se traduit par les 3 comportements suivants. Et ça devient un outil d'harmonisation de pratique à l'intérieur de l'école. Il y a toujours dans des écoles de bons négociateurs. Steve, ce que tu me demandes à la salle de dîner est totalement différent de Mme Marquis. C'est totalement injuste. Écoute-moi bien, Kevin. Je ne sais pas ce que Mme Marquis demande, mais c'est écrit en bold de 36 sur le mur. Je sais exactement ce que je vais te demander. Donc, ça permet au personnel qui surveille les gamins d'harmoniser le message et d'éviter que certains bons négociateurs soient capables d'obtenir des choses qu'ils n'obtiendraient pas si il n'y avait pas ce type d'outil-là. Ce n'est pas parce que j'ai affiché sur le mur les valeurs désirées et les comportements qui y correspondent que c'est terminé. Ensuite, le comité comportement va construire pour chaque aire de vie un plan de leçon. Donc, quels sont, dans ce cas-ci, c'est le plan de leçon pour les comportements attendus dans les corridors. Et tous les plans sont conçus de la même manière. 4 étapes. Le quoi enseigner, ensuite de ça, le pourquoi, le modelage qui va être fait, les exemples, les contre-exemples, pratique dirigée, pratique autonome. Donc, j'ai un plan de leçon pour les corridors, un plan de leçon pour la salle de dîner, un plan de leçon pour les salles de bain. Donc, chaque lieu de l'école a un plan de leçon et le comité comportement va décider qui enseigne quoi. Est-ce qu'on demande à l'enseignant titulaire de faire seulement l'aire de vie qui s'appelle la classe?
Est-ce qu'on lui demande aussi de faire les corridors et les escaliers? Donc, c'est le comité qui détermine qui enseigne quoi. Mais ce qui est désiré, peu importe les choix qu'on fait, c'est que dans les 3 premières semaines de l'année scolaire, tout a été enseigné partout, dans toutes les aires de vie. Et naturellement, vous avez des exemples, on enseigne les comportements attendus de la bibliothèque en allant à la bibliothèque. On enseigne les comportements du corridor en faisant la leçon d'enseignement explicite dans le corridor, pas de devinette. Et naturellement, on met en place un système de renforcement pour encourager les élèves qui adoptent les comportements désirés, où on retrouve 2 types de renforcement, du renforcement social ou verbal, et on retrouve aussi des renforcements tangibles, c'est-à-dire un système d'économie de jetons, où on mise principalement sur ce qu'on appelle la contingence de groupe. Et la raison pour laquelle on met en place un système de renforcement, quand on regarde la méta-analyse de Stage Equiraz en 1997 sur quels sont les moyens pour diminuer les comportements problématiques dans nos écoles publiques, le moyen dont la taille d'effet est le plus élevé, 1,02 écart type, c'est Group Contingency. C'est énorme. Et si on regarde un des deuxièmes meilleurs moyens, c'est Token Economy autour de 0,90. Donc, c'est la raison pour laquelle on met en place des systèmes de renforcement. Ensuite, lorsque les mesures préventives ne donnent pas les résultats escomptés, on doit avoir recours à des interventions curatives ou correctives. Donc, quelles sont ces différentes interventions-là? Nous allons élaborer une classification des comportements de type mineur-majeur. Nous allons présenter aux enseignants des moyens pour être capables de gérer le mineur, gérer le majeur. On va établir une politique école très claire pour la gestion des écarts de conduite majeurs et on va créer un arbre décisionnel et on va recueillir les données concernant les écarts de conduite majeurs. Donc, on commence par présenter aux enseignants, aux membres du personnel, qu'est-ce qu'on entend par un écart de conduite majeur. C'est un comportement qui a été... C'est un manquement aux attentes comportementales préalablement enseignées qui nuit au bon fonctionnement de la classe, à l'enseignement du maître et par conséquent à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut être un comportement aussi dangereux, illégal ou illicite. Ça peut être un écart de conduite qui était mineur au début, mais qui persiste tellement que ça finit par compromettre l'enseignement et compromettre l'apprentissage des autres élèves. Un écart de conduite mineur ne nuit pas au bon fonctionnement de la classe ni à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut déranger l'élève lui-même ou quelques élèves autour. Exemple, l'élève arrive en retard. L'élève n'a pas fait ses devoirs. On ne retire pas un enfant ou un adolescent de la classe quand son comportement est de l'ordre du mineur. Je ne dis pas qu'on n'intervient pas avec lui. Ce que je dis, c'est qu'on ne le retire pas. On retire un élève lorsque son comportement perturbe le bon déroulement de l'activité en cours ou que le comportement est dangereux, illégal ou illicite. Donc, premier travail que le comité comportement doit faire, c'est une classification de comportement. Qu'est-ce que chez nous, on considère des comportements mineurs et majeurs? Et vous avez un exemple du travail qui a été fait dans une école. C'est la raison pour laquelle je disais au tout début, PBIS offre une flexibilité. La classification de l'école Sacré-Cœur et celle qui est à côté, oui, il va avoir des ressemblances, surtout lorsqu'on parle de majeurs. Mais il peut y avoir des différences. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a une forme de flexibilité possible. Mais dans toutes les écoles, il y a une classification de comportement. Dans toutes les écoles, il y a une matrice de comportement. Mais les valeurs qui ont été choisies dans cette école-là et les comportements qui y correspondent, ça peut varier d'une école à l'autre. Mais elles auront tous des comportements enseignés. Ensuite, on présente aux enseignants une liste d'interventions possibles pour gérer les écarts de conduite mineurs. On ne peut pas simplement leur dire « Voici maintenant, c'est le mineur, tu n'as plus le droit de retirer un élève de la classe et débrouille-toi. » Non, on doit leur fournir des outils, des interventions pour être capable de gérer le mineur. Ensuite, on va identifier que fait-on lorsqu'un élève est retiré de l'endroit où il se trouve. Donc, le comité comportement doit répondre à plusieurs questions. Si on retire l'élève de l'endroit où il se trouve, où va-t-il? Qui l'accueille? Qu'est-ce qu'on lui donne comme tâche? Si l'élève est en crise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la tâche permet de réfléchir sur ce qui s'est passé? Qui vérifie la tâche? Qu'est-ce qui se passe si la tâche a été bâclée? Qui appelle les parents? Comment on réintègre l'élève? Etc., etc., etc. On ne veut surtout pas improviser.
on veut savoir qu'est-ce qui est prévu lorsqu'un élève, malheureusement, doit être retiré de l'endroit où il se trouve. Et lorsque le comité a répondu à ces questions-là, le comité construit ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Qui gère quoi? Donc, lorsque je fais face à un comportement problématique, première question, est-ce que c'est du mineur ou c'est du majeur? C'est du mineur, c'est moi qui gère ça avec les interventions que Bissonnette nous a enseignées. C'est du majeur, dans cette école-ci, il avait été décidé que lorsque le comportement est illégal, dangereux, illicite, l'élève se rend immédiatement au bureau de la direction. Et si la direction n'est pas là, il y a un enseignant qui est nommé en fonction de direction cette journée-là. Et lorsque le comportement est majeur, mais ce n'est pas illicite, il se rend à un local prévu avec un intervenant et il y a toute une démarche qui a été prévue à cet effet-là. Donc, c'est un exemple d'arbre décisionnel qu'on peut retrouver dans une école comme le soutien au comportement positif. Et tout comportement majeur doit être documenté. Parce que la loi sur l'instruction publique au Québec, comme la majorité des lois dans les systèmes éducatifs, nous dit que l'élève doit être en classe, en général. Et s'il n'est pas en classe, ça nous prend une bonne raison. Quelle est la bonne raison? Un écart de conduite majeur. Donc, lorsqu'on retire un élève, on demande au personnel de remplir un billet, d'abord pour la personne qui va recevoir l'élève, pour savoir grosso modo qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire avec lui comme travail. Et en plus de ça, on demande au personnel d'entrer l'information dans un système informatisé. Parce que lorsque une école a 1000 élèves, on veut être capable de savoir quels sont les écarts de conduite qui ont été observés au cours du dernier mois. On ne peut pas simplement faire une compilation papier. Ça nous prend un outil informatique pour être capable de travailler de façon efficace. À partir du moment où les interventions préventives et correctives ont été implantées, c'est important de faire la régulation et le monitorage du système. Donc, le comité comportement se réunit à tous les mois, comme je l'ai mentionné au départ, avec un professionnel de recherche. Et à tous les mois, c'est une demi-journée. Et qu'est-ce que ce comité-là va faire? On analyse les données comportementales. Combien d'écarts de conduite majeurs avons-nous entre le mois d'octobre et le mois de novembre? Et nos données comportementales vont nous dire quoi? Est-ce que ce sont 2 élèves qui sont responsables de 80% des écarts de conduite ou c'est un problème majeur qui concerne tout un niveau? Vous comprendrez que les interventions qui vont être proposées par la suite ne seront pas du même ordre. Si c'est une problématique générale, par exemple, on constate qu'il y a une augmentation de 40% du nombre de bousculades à l'intérieur des corridors des escaliers, peut-être que le comité comportement va décider que c'est le temps de réenseigner les comportements désirés dans le corridor. C'est le temps de faire un blitz de renforcement tangible pour les élèves qui adoptent les comportements désirés. Donc, le comportement analyse les données, fait un processus de résolution de problèmes pour être capable de prendre des décisions éclairées. Et à chaque rencontre du comité, il y a toujours une liste de questions au préalable qui doivent être répondues. D'abord, est-ce que les interventions prévues par le système sont implantées? Est-ce que les comportements ont été enseignés? Est-ce que le système de renforcement est utilisé par l'ensemble du personnel, etc., etc.? Et ensuite, on fait une analyse beaucoup plus quantitative. On ouvre le profileur de comportement et là, on regarde qu'est-ce que nos données comportementales nous révèlent. Et on est capable à ce moment-là de voir, avec l'outil, le nombre d'écarts de conduite, c'est des fréquences, par année, par mois, par jour, par heure, par type de comportement, par type d'activité, par lieu, par niveau scolaire, par groupe. Et là, on pourrait constater, oh, au cours du dernier mois, c'est en 5e année de l'élémentaire qu'on a eu le plus de problématiques. Quand on clique sur le bâtonnet 5e année, on a maintenant juste les informations pour 5e année, par jour, par mois, par heure, ce à quoi vous pensez le profileur est capable de le faire. Donc, ça nous permet de faire du forage de données pour être capable de savoir exactement qu'est-ce qui va bien dans l'école, qu'est-ce qui va moins bien, pour qu'on soit capable de prendre les meilleures décisions. Et à partir du moment où on fait cette régulation-là, ce qui devient important ensuite, avant d'aller voir des mesures sur les effets, nous, on veut mesurer, exactement comme Patricia le dit, l'implantation. Donc, pour mesurer l'implantation, on utilise un outil que les collègues états-uniens ont développé, qu'on a tout simplement traduit en français.
et on l'utilise pour être capable de savoir est-ce que les écoles implantent correctement le système PBIS ou SCP comme il a été pensé. Et lorsque j'ai fait une première mesure d'implantation, les résultats que j'avais obtenus à ce moment-là me disaient qu'au Québec, une école sur deux, 50%, était capable d'implanter SCP selon les règles de l'art, alors que mes collègues états-uniens obtenaient 61%, avec moins de support, moins d'encadrement que mon équipe fournit, le résultat était meilleur. Donc, quand on a commencé à faire une analyse plus qualitative des résultats, on s'est aperçu que dans les écoles où PBIS ou SCP était implanté selon les règles de l'art, dans ces écoles-là, la direction, l'équipe de direction avait un leadership fort. Et malheureusement, dans les écoles où on y arrivait peu ou pas, leadership faible. Donc, à partir de septembre 2012, j'ai décidé d'ajouter dans les conditions d'implantation la mesure du leadership de l'équipe de direction. Et c'est la seule condition supplémentaire. C'est le même chercheur, le même professionnel de recherche, la même quantité de temps. La seule différence, c'est maintenant, on mesure le leadership. Et on est passé d'un taux de succès d'implantation de 50% à 100%. Toutes les écoles subséquentes ont réussi à passer le test de mes collègues états-uniens. Et la seule chose qui a changé, c'est maintenant on s'assure que le leadership est au rendez-vous. Et si le leadership n'est pas au rendez-vous, nous n'y allons pas. Et la littérature sur les écoles efficaces a identifié le leadership des directions depuis le début des années 70. Donc, mes recherches ne montrent pas de différence à ce sujet-là. Donc, à partir du moment où nous avons les conditions, on peut regarder ensuite de ça les effets mesurés. Donc, les effets, on les mesure de quelle façon? On revient aux écarts de conduite majeurs. C'est à partir de cette indication-là qu'on va voir est-ce que la gestion des comportements s'améliore, oui ou non. Donc, c'est le travail qui a été fait par le comité de comportement, c'est par le biais des billets de communication et c'est surtout par l'utilisation de la banque informatique qu'on va être capable de voir est-ce que le nombre d'écarts de conduite majeurs diminue de mois en mois, puis idéalement d'année en année. L'utilisation de ce type de données-là a fait l'objet de plusieurs publications. Parce que c'est une mesure assez simple. Hein? Pour une école, c'est génial d'être capable de savoir comment ça se passe au niveau du comportement dans mon école. Mais la mesure utilisée a déjà été corrélée avec le climat scolaire, avec, par exemple, des indices de délinquance, des diagnostics de troubles de comportement. Cet indice-là, qui est assez simple, lorsqu'on l'utilise de la bonne façon, on est capable d'avoir accès à plusieurs données. Donc, vous avez plusieurs recherches qui ont été faites en ce sens-là. Donc, au Québec actuellement, et c'est souvent une problématique qu'on voit dans beaucoup de systèmes éducatifs lorsqu'on se parle du comportement, rares sont les écoles qui vont accumuler des données comportementales avant qu'on implante un programme pour améliorer la gestion de comportement. Au Québec, sur 150, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir une école qui avait l'habitude de noter les expulsions de classe, c'est-à-dire les écarts de conduite majeurs. J'en ai seulement 2. Donc, ce sont des écoles où je suis capable de faire ce qu'on appelle une mesure, un temps zéro, et ensuite, après une première année d'implantation, est-ce qu'on voit une diminution ou une augmentation du nombre d'écarts de conduite. Donc, dans une école secondaire de 1600 élèves, école que Ariane a visitée il n'y a pas tellement longtemps, avant l'implantation du SCP, il y avait 16 633 sorties de classe au cours de l'année. Après une année d'implantation, on tombe à 776, ce qui veut dire que c'est une baisse de 52 % entre l'année zéro et l'implantation de SCP dans une école secondaire importante de 1600 élèves. Vous avez maintenant, pour une école primaire de 400 élèves, dans un milieu extrêmement riche, les effets du SCP entre l'année zéro et fin de la première année d'implantation et fin de la deuxième. On a une baisse de 85 % du nombre d'écarts de conduite entre avant SCP et après 2 ans d'implantation. Ensuite, pour les écoles qui ne disposent pas de données comportementales au départ, pour être capable de mesurer l'effet,
on doit comparer la deuxième, la troisième, la quatrième année d'implantation avec le premier temps de mesure qui est le temps 1 d'implantation. Donc, vous avez pour 11 écoles québécoises les résultats entre la première année et la deuxième année d'implantation. On a calculé pour chaque école ce qu'on appelle un coefficient annuel moyen d'écart de conduite. Parce qu'au Québec, dans beaucoup de cas, le nombre d'élèves varie dans les écoles année après année. Donc, si on conserve uniquement le nombre d'écarts de conduite, si cette année, j'ai eu 500 écarts de conduite avec 500 élèves et que l'année qui suit, j'ai encore 500 écarts de conduite, mais cette fois-ci, j'ai 600 élèves, vous comprendrez que le score brut simplement du nombre d'écarts de conduite majeurs n'est pas suffisant. Il ne reflète pas la réalité de l'école. Donc, on calcule un nombre d'écarts de conduite majeurs par élève. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre d'écarts de conduite total, on le divise par le nombre d'élèves à l'intérieur de l'école, puis on obtient un coefficient. Et là, on est capable de comparer des pommes avec des pommes. Donc, si on regarde le coefficient moyen des 11 écoles pour la première année, il était de 1,2. À la deuxième, une baisse autour de 0,80, ce qui veut dire environ une baisse de 40 %. Ça donne une taille d'effet autour de 0,60. Donc, cette étude-là aussi nous a permis de confirmer ce que d'autres recherches avaient montré avant nous, c'est que le soutien au comportement positif donne des résultats intéressants dans les écoles à grands besoins. Et une façon d'être capable de le démontrer, c'est qu'on a regardé quelles sont les écoles qui avaient un coefficient moyen maximal de 1 et les écoles qui avaient un coefficient de plus de 1. C'est ce que les collègues états-uniens nous suggèrent comme point, comme seuil pour voir est-ce que SCP est approprié pour l'école. Et un test T nous a montré, effectivement, que dans les écoles où le ratio au départ, à l'année 1, était supérieur à 1, ont des baisses d'écart de conduite, mais statistiquement significatives. Alors que celles qui n'avaient pas un taux plus de 1 au départ, oui, ont une baisse, et dans certains cas aussi une hausse, bien que la hausse ne soit pas statistiquement significative. Donc, ce qu'on a été capable de conclure, c'est plus l'école a des besoins importants, plus le programme est approprié. Moins une école a de problématiques, moins c'est approprié d'implanter SCP. Donc, je le disais tout à l'heure, on ne change pas ce qui marche, on change ce qui ne marche pas. Donc, à partir du moment où on implante le tout, c'est ce qu'on fait lors de la première année. Mais vous devez garder en tête que certains élèves auront besoin de mesures de deuxième et éventuellement de troisième niveau. Et souvent, les gens me disent, oui, mais Steve, là, la gestion de comportement, c'est pour les tout petits. Avec les grands secondaires, un instant. Ça, c'est du niaisage du primaire, là. Avec les grands, on ne commence pas à enseigner des comportements. Eh bien, on l'a fait dans un centre de formation aux adultes. Donc, avec des adultes qui enseignent les cours de cuisine, on a enseigné à de futurs cuisiniers de 20, 30, 40 et 50 ans à être responsables, respectueux et fiers d'être un cuisinier. Et tous les comportements attendus par les enseignants de cuisine ont été enseignés de façon explicite avec du modelage, de la pratique guidée et de la pratique autonome. Et tous les adultes ont reçu aussi non seulement du renforcement verbal, mais aussi du renforcement tangible, avec la contingence de groupe. Et on a autant de succès avec des adultes qu'avec les petits au primaire ou avec les ados au secondaire. Donc, j'ai déjà publié à ce sujet-là. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires sur SCP-PBIS, on a créé un site en français, mais vous comprendrez qu'en anglais, ils ont beaucoup plus d'informations. Si vous avez du temps pour lire, vous avez probablement à l'écran une année de lecture à temps plein, 24 heures par jour pour les 365 prochains jours. Et l'avantage de PBIS, c'est que tout est en ligne. Tout est là. Il y a pas de, quand je parle des coûts, il n'y a pas de coûts. Les gens qui publient là-dessus, les outils qui ont été développés sont présentés à ceux qui voudraient en savoir plus. Donc, deux types de regards doivent être posés lorsqu'on réalise une recherche en milieu scolaire. La mesure des effets d'une intervention est la résultante d'un processus ou d'une série d'étapes dont il faut tenir compte. Oui, lorsqu'on veut faire de la recherche, on a de bonnes intentions. C'est noble, mais on doit absolument tenir compte de la réalité de chacune des écoles avec lesquelles on intervient. Et le processus
qui est important de mettre en œuvre, faire un bon état de situation, bien cerner la problématique, faire un bon choix d'intervention, implanter le tout selon les règles de l'art, assurer une forme de régulation puis de monitorage, mesurer l'implantation et ensuite regarder les effets du dit système. Alors voilà.